Cette histoire commence bien plus tôt qu'on ne le pense. 1980. États-Unis. L'actrice Teresa Saldana est au sommet de sa popularité, après avoir joué dans le film de Martin Scorsese, Raging Bull, aux côtés de Joe Pesci et Robert De Niro. Nombreux sont ceux qui admirent son jeu et sa beauté, mais parmi les spectateurs se trouve un homme qui a décidé qu'elle lui était destinée par le destin. L'Écossais Arthur Jackson est plus qu'un simple fan dévoué. C'est un harceleur qui se rend compte que ses rêves ne sont pas destinés à se réaliser et qui décide que s'il ne l'a pas, personne d'autre ne l'aura. Dans les années 1980, les lois sur le harcèlement n'existaient pas et la police ne pouvait pas intervenir, même si quelqu'un faisait preuve d'une persistance maniaque. Jackson tente de rencontrer l'actrice, mais sans succès. Il décide alors d'engager un détective privé pour connaître son adresse. À l'époque, c'est facile. Pour une petite somme d'argent, on peut obtenir les informations nécessaires auprès du département des véhicules à moteur. Arthur se fait passer pour l'assistant de Martin Scorsese, appelle la mère de Teresa et lui dit qu'il a un scénario important pour sa fille. La femme le croit et lui dicte l'adresse de l'actrice. Peu de temps après, Jackson se présente chez elle. Il n'apporte ni fleurs ni cadeaux, il est armé d'un couteau. Après l'avoir attendue à la porte, il l'attaque et la poignarde. Cela se passe en plein jour, sous les yeux des passants, mais personne n'intervient. Seul un homme, un livreur d'eau, se précipite à son secours, fait rouler son agresseur au sol et le maintient jusqu'à l'arrivée de la police. Teresa survit. Elle jouera même plus tard son propre rôle, dans un téléfilm consacré à l'agression. On pourrait croire que l'histoire est terminée. Mais en 1980, un jeune garçon souffrant de troubles mentaux et élevé dans une famille dysfonctionnelle assiste à l'attentat. Il est inspiré non pas par l'héroïsme de Teresa, mais par l'acte de son harceleur. En novembre 1982, Samantha Smith, 10 ans, écrit une lettre au dirigeant soviétique Yuri Andropov, souhaitant comprendre les causes de la guerre froide. Contre toute attente, elle reçoit une réponse et une invitation à se rendre en URSS. Dès lors, sa vie change radicalement. Elle voyage, écrit un livre, joue dans des séries télévisées. Son image innocente fascine le jeune observateur, qui commence à lui envoyer des lettres. Qui sait comment son engouement aurait pu se terminer s'il n'y avait pas eu une tragédie. En 1985, Samantha meurt dans un accident d'avion. C'est un coup dur pour le garçon, mais il trouve bientôt un nouvel objet de son attachement obsessionnel, l'actrice Rebecca Schaeffer. Pendant 2 ans, Schaeffer a été la véritable star de la série. Elle a connu la gloire, même si elle n'était pas très grande, mais tout de même. Grâce à My Sister Sam, elle commence à être invitée à différents types d'émissions, en tant qu'animatrice ou invitée. Le 18 juillet 1989, le véritable jour X se produit. Rebecca attend un coursier qui doit lui apporter un scénario. Mais pas n'importe lequel. Il s'agissait du scénario du film Le Parrain 3, dans lequel Rebecca avait l'opportunité de jouer. Et si vous essayez maintenant de vous rappeler qui Rebecca jouait dans ce film, ne vous embêtez pas. Elle attend avec impatience l'arrivée du coursier. Lorsqu'on frappa enfin à sa porte, elle trouva devant elle un jeune homme qui se présenta. Et elle se souvint que ce jeune homme lui avait autrefois écrit des lettres. Ils se dirent un bonjour chiffonné, discutèrent un peu, puis Rebecca ferma la porte. Elle n'avait pas d'ennemi dans ce monde, a dit un ami de l'actrice Rebecca Schaeffer. Et à en croire les apparences, ce n'est en aucun cas un ennemi qui lui a fait ça. Je tiens, l'inaccessible, Robert Bardot. La vérité réside dans le fait que quelque chose d'anormal a commencé dans la vie de Rebecca, en fait, bien avant qu'elle ne le sache elle-même. Pour son entourage, le premier signe a été que des voisins ont remarqué qu'un étranger vêtu d'un polo jaune se promenait dans les rues. Selon eux, il portait un volumineux dossier dans ses mains. Et il le portait comme s'il avait très peur de le renverser, comme s'il y avait de la nourriture dessus, par exemple, ou quelque chose de ce genre.
Il a sorti du dossier une photo publicitaire en papier glacé de Rebecca et a demandé aux passants s'ils la connaissaient et où elle vivait. Je l'ai regardée et j'ai dit que, raconte Irène Tishkov, qu'il a rencontrée à la sortie du marché. Il avait l'air bizarre. Debbie Kennedy l'a croisé 2 fois. C'était bizarre de le voir 2 fois, dit Debbie Kennedy. On y pense pendant 1 seconde, puis on continue son chemin. Un peu plus tard, il a été vu près de la maison de Rebecca Schaeffer, en train de parler à un chauffeur de taxi. Selon les passants, il demandait s'il s'agissait d'un immeuble ou non. D'où et de qui venait cet homme étrange? Pourquoi cherchait-il tant à savoir où elle vivait? Et, en fait, pourquoi faisait-il tout cela? Découvrons-le. Rebecca Schaeffer a été abattue ce matin dans l'entrée de son immeuble. Je suis sorti, j'ai appelé les secours, j'ai pris une serviette pour arrêter l'hémorragie. À mon retour, j'ai pris son pouls. Rien. Bien que la voisine ne puisse pas sentir le pouls de Rebecca Schaeffer, elle est toujours en vie. L'ambulance arrive rapidement, la charge dans la voiture et l'emmène à l'hôpital dans l'espoir de la sauver. Hélas, 30 minutes plus tard, elle meurt. Comme le montrera l'autopsie, l'agresseur a utilisé des balles creuses spéciales qui transpercent le corps de la victime. Il l'a touchée en plein cœur. Il est difficile d'expliquer pourquoi elle n'est pas morte immédiatement. Rebecca hurle de douleur en répétant « Pourquoi? Pourquoi ?» avant de perdre la raison. Cela ne fait qu'ajouter à la douleur des personnes endeuillées. La police est à la recherche de l'agresseur de la jeune actrice. Il s'avère que le tireur a été vu dans le quartier ce matin, montrant une photo de Rebecca à sa voisine, lui demandant si elle la connaissait. Apparemment, il était là depuis 6h30 et n'a pas essayé de s'enfuir. Le suspect est décrit comme un homme blanc, d'une 20aine ou d'une 30aine d'années, mesurant de 170 à 183 cm. Il n'a pas été retrouvé près de l'appartement de l'actrice décédée ce matin. Craignant pour sa sécurité, l'un des voisins, qui a souhaité garder l'anonymat, a signalé que l'inconnu cherchait Rebecca en montrant sa photo. Dès le lendemain, il a été retrouvé dans la ville de Tucson, en Arizona. Il s'agit de Robert John Barda, 19 ans. Pendant 3 ans, il lui a écrit des lettres, a essayé de la rencontrer, puis a vu une scène d'amour dans le film et a décidé de commettre un crime. L'accusé a été appréhendé à Tucson. Selon la police, il courait sur la route en criant aux automobilistes qu'il avait tué Rebecca Schaeffer. Il n'a pas caché qu'il voulait se suicider. Après le meurtre, Bard retourne dans sa ville natale, mais la réalisation de ce qui s'est passé le submerge. Il titube sur l'autoroute, désemparé. La police trouve en sa possession la même photo de Rebecca. Les policiers contactent sa famille et apprennent de nombreux nouveaux détails. Il ne fait aucun doute que c'est Robert Barda qui a tiré une balle dans le cœur de la pauvre femme. Il est extradé vers la Californie. Les détectives découvrent qu'il a une histoire malsaine avec sa famille. Il a survécu à des agressions pendant son enfance, a été hospitalisé 2 fois à Tucson à l'âge de 14 ans, souffrant de dépression et d'anxiété. Il a été placé dans une famille d'accueil, puis dans un institut psychiatrique. Les problèmes familiaux, l'isolement, le travail de gardien, les heures passées devant la télévision, les fantasmes de relations avec des femmes indisponibles sont autant d'éléments qui forment une fixation malsaine sur Rebecca Schaeffer. Il a failli abandonner, mais un nouveau film sort. Il voit une scène de lit et décide que la fille qu'il aime l'a trahi. Pour lui, elle n'appartenait qu'à lui et aurait dû rester innocente. Il décide alors d'utiliser un tuyau, en espérant que même si sa main tremble, la cartouche éclatera dans le corps de la jeune fille et l'achèvera. Parallèlement, Robert engage un détective privé et le paie $250 pour qu'il trouve l'adresse du domicile de Rebecca Schaeffer. Après avoir reçu les données, il se rend à Los Angeles. Il ne trouve pas tout de suite la maison de Rebecca Schaeffer, bien qu'il ait l'adresse exacte. Lorsqu'il la trouve, Barda appuie sur la sonnette, bien décidé à affronter le service de sécurité de l'idole, sauf qu'il n'y a pas de garde du corps.
Rebecca se présente à lui. Je n'ai pas eu à tirer sur les gardes pour l'atteindre. Elle se tenait juste devant moi, comme une personne normale. C'était comme n'importe quel gars qui rêve de voir sa célébrité préférée, vous savez, et c'est arrivé. Il n'y avait que moi et elle, vous savez, je lui parlais. Barda éperdu. Il ne s'attendait pas à voir Schaeffer devant lui aussi facilement. Le type marmonne quelque chose, montre des photos, des lettres. Rebecca lui parle, mais bientôt elle s'excuse poliment, serre la main de son admirateur, lui souhaite bonne chance et s'en va dans sa chambre. Robert Barda est ensuite déçu. Lui-même ne sait pas ce qu'il veut le plus, lui parler encore ou la punir, l'abattre, la détruire. Il se rend dans un restaurant voisin, commande des rondelles d'oignon, mange et s'en veut. Sa rencontre avec Rebecca n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Dans la salle de bain, il vérifie que son arme est bien chargée et se rend à nouveau chez elle. En chemin, Barda appelle sa sœur depuis une cabine téléphonique et lui promet « Tu auras bientôt de mes nouvelles ». À 10h15, le psychopathe se tient à nouveau devant la maison de Rebecca et appuie sur la sonnette. La jeune fille pense qu'il s'agit cette fois d'un coursier et descend, mais devant elle se trouve Robert Barda. Bien entendu, elle s'énerve et prononce la phrase suivante « Vous me faites perdre mon temps ». Selon le tireur, c'est elle qui a fini par l'énerver. Je l'ai tué et je me suis dit « c'est moi qui l'ai fait ». L'enquête et le procureur vont maintenant devoir déterminer le point le plus important. Robert Barda, compte tenu de son passé et de ses antécédents médicaux, était-il vraiment fou au point de commettre le mal sans savoir ce qu'il faisait ? Ou bien se cache-t-il derrière des problèmes mentaux, alors qu'en réalité, c'est le mal qui l'habite, qui alimente le côté sombre de sa personnalité? Le procès. Rebecca a été abattue dans l'entrée de son appartement de Los Angeles mardi dernier. La plus grande crainte de l'acteur est un harceleur obsessionnel qui veut détruire la star, qui n'est jamais sorti de son esprit. Après avoir parlé aux enquêteurs, les parents de l'actrice décédée Rebecca Schaeffer ont quitté le poste de police sans faire de commentaires aux journalistes. Ce jour-là, les parents de Rebecca, Benson et Dana Schaeffer rencontrent la procureure Marcia Clark pour discuter du procès. Les gens décrivent Marcia Clark, 40 ans, comme intelligente, perspicace, travailleuse et éclairée. Marcia promet « Je me battrai avec acharnement pour faire comparaître un psychopathe devant un tribunal et obtenir justice pour elle. » L'audience dure 2 heures. Les parents de l'actrice décédée se rendent au tribunal. « Rebecca me manque terriblement », déclare son père. L'état mental de l'accusé est ambigu. La question n'est pas de savoir s'il a commis l'infraction. Le principal dilemme est de savoir pourquoi il l'a fait. Se rendait-il compte de ce qu'il faisait? Juste avant le début du procès, l'accusation et la défense concluent un accord. Le procureur Clark refuse de requérir la peine de mort pour Bard. En échange, la défense accepte de laisser le juge décider seul. Robert John Barda admet avoir tiré sur Rebecca Schaeffer. Mais ses avocats insistent sur le fait que leur client est fou et ne peut être condamné. Marcia Clark doit prouver le contraire. Le garde qui a refusé de laisser passer Bard témoigne. Il a commencé à me dire à quel point il était amoureux de Rebecca Schaeffer et à quel point il voulait la voir. Je lui ai expliqué que nous ne pouvions pas le permettre. J'ai essayé d'être très professionnel, amical et poli avec lui. Après une longue conversation, je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il quitte le studio et qu'il n'essaye pas d'approcher Rebecca Schaeffer. Le frère qui a acheté l'arme à Robert s'exprime également. Il est désolé et apporte un témoignage qui contribue à démontrer que les actes de l'accusé étaient planifiés et prémédités. Quand vous avez acheté l'arme, est-ce qu'il vous a donné de l'argent pour l'achat? Oui, c'est exact. Vous souvenez-vous de son prix? Un peu plus de 200 $. Le détective privé engagé par Barda témoigne également. Robert Barda nous a demandé de trouver l'adresse postale d'une jeune femme qu'il connaissait. Il s'est tourné vers le détective privé et lui a dit « Je dois trouver cette personne. Voici une photo. » Pour prouver que Barda est un malade mental, ses avocats font appel à un psychiatre pour l'interroger.
Mais la procureure Marcia Clark n'a pas la tâche facile. Elle s'acquitte de sa tâche principale, qui consiste à séparer les faits des manipulations habiles. Finalement, le juge prononce la sentence. « Je déclare l'accusé coupable de la mort de Rebecca Schaeffer. La peine est l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. » Cela permettra aux parents de Rebecca d'avoir l'esprit tranquille. Barda exprimera plus tard ses regrets, mais personne ne le croira. Après cette tragédie, la première loi contre le harcèlement, stalking, est adoptée aux États-Unis. En outre, les détectives privés ne peuvent plus obtenir d'informations personnelles sur les citoyens par l'intermédiaire du département des véhicules à moteur. C'est tout pour l'instant. Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez gentils et souvenez-vous que le mal ne reste pas impuni.